d'attente après une si longue absence et ils répondent présents. Les étalons U17 terminent sur le podium de la CAN Algérie 2023. Après leur qualification au mondial, ils finissent la compétition la tête haute grâce à un succès devant le Mali lors de la petite finale. Retour sur ce match, le programme de la 30e et dernière journée de Ligue 1 et la liste des étalons dames U20 en ouverture. L'industrie du sport est en plein essor, formidable vecteur de communication. Le sport est devenu un business dans lequel les sponsors et les médias s'affrontent. Pour surfer sur cette vague, un séminaire sur le management et le financement a intéressé de nombreux acteurs du monde sportif burkinabé. L'expert venu du Sénégal sera sur ce plateau pour les enjeux du sport business pour les clubs burkinabés. À elles deux, elles incarnent le visage du cyclisme féminin burkinabé. Lamoussa Zungrana et Awa Bamogo ont une fois de plus fait la course en tête lors du 4e Dafra Tour, une course cycliste initiée par une femme pour les femmes. Dans ce duel au sommet, Lamoussa Zungrana s'est fait respecter au sprint. Le film de la course des Amazones tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Actu Sport de ce vendredi 19 mai 2023. Le développement des titres, c'est après ce Maïto. Promesse tenue. Ils avaient déclaré revenir avec la 3e place après avoir échoué aux portes de la finale. Défi relevé par Brahima Traoré, El Professeur et ses poulains. Le deuxième face-à-face contre le Mali a été fatal aux Aiglonnais. Dans la course à la dernière place du podium, le Burkina s'offre le bronze en disposant de son vis-à-vis 2-1. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Alain Didier Compaoré et Roger Yafamakam. Ils sont partis à la recherche de la médaille d'or. On va vous le citer, Anoun Bamba, Aboubakar Sidiki Kamara, Alisson Koundou. Haute lutte devant les Aiglonnais maliens dans ce match de classement de la CAN Cadette Algérie 2023. On ne voulait pas rentrer bredouille avec tous les efforts que nous avons faits depuis le début. Et voilà, je pense que nous avons quand même fait un parcours honorable. Et je pense que le peuple burkinabé peut être fier. Au moins, on va rentrer avec la médaille de bronze. Voilà, on savait que c'était une équipe difficile à jouer. Avec les attaques placées, ils ont de bons joueurs, surtout les deux ailiers. Mais on a tout fait en tout cas pour bloquer leurs points forts. Et voilà, 2-0 c'était bon. Et quand ils ont réduit le score, on a vraiment souffert. Et vraiment, c'est dans la souffrance aussi qu'il faut résister. Et les enfants ont résisté jusqu'à la fin. Et voilà, donc on ne peut que rendre grâce à Dieu. Un match qui commence côté burkinabé par cette frappe hors cadre d'Ousmane Kamara à la 10e minute. Les Maliens répliquent sans la baraka eux aussi. À la 23e minute, Apollinaire Bougouma est déséquilibré dans la surface des Maliens. Le pénalty obtenu est transformé par Ousmane Kamara. 1-0 pour les étalons. Les Aiglonnais, malgré les nombreuses occasions de but, ne parviennent pas à scorer. Le Burkina perd malheureusement son gardien de but avant la pause. Isidore Traoré, blessé, cède alors sa place à Mohamed Compaoré. À la mi-temps, le score est d'1-0 pour les étalons. À la reprise et à la 47e minute, Ousmane Kamara, d'un travail remarquable côté droit, délivre une passe à Apollinaire Bougouma qui double le score pour le Burkina. 2-0. Les Maliens sonnés font le siège dans le camp burkinabé et parviennent à réduire le score par Mamadou Doumbia à la 58e minute. Le match devient infernal, mais les poulains de Brahima Traoré tiennent bon et décrochent la victoire 2-1 au coup de sifflet final. Les étalons sont donc 3e et s'offrent la médaille de bronze des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe Imsel. Cette médaille de bronze est la 2e du Burkina Faso dans la catégorie, après celle en or remportée en 2011 à Kigali au Rwanda. Mamadi Wena, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Au moins sur le bronze, c'est mieux que rien.
Oui, je dirais même que c'est une belle performance des étalons cadets parce qu'il faut se dire que depuis 2011 au Rwanda où on avait eu la médaille d'or, j'y étais, on a vécu ça en live. Le Burkina n'a même pas eu la possibilité de retourner à la CAN des U17. Donc déjà repartir et avoir la médaille de bronze. C'est vrai que les enfants se sont mis une grosse pression en disant qu'ils vont ramener la coupe. Ils ont voulu, ça ne s'est pas fait. Il faut se dire aussi que la poule à 3 a un peu dérangé la configuration des départs parce que quand vous perdez d'entrée devant le Mali, il ne faut plus perdre devant le Cameroun au risque de retourner à la maison. Il y a eu déjà, à part du deuxième match, des finales. Il n'y avait que des finales à jouer, ça a un peu épuisé les enfants. Ils n'ont pas atteint l'un des objectifs qu'eux-mêmes ils ont annoncé et qui est de ramener la coupe, mais l'objectif premier qui était de se qualifier pour le mondial a été fait et ramener le bronze, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Mais les enfants ont souffert à la deuxième période, surtout après le but égalisateur malien. Il faut dire que le Mali c'est une grosse équipe, hein, l'équipe des U17 de Mali que j'ai vu, même devant le Maroc, ils ont manqué de malchance, ils ont joué des malchance plutôt, que ce soit dans le jeu et même au niveau des tirs au but, où ils ont mené même avec, il y avait 2 balles de match, ils n'ont pas réussi à s'imposer, mais c'est une grosse équipe et il faut se dire aussi que la défaite d'entrée a un peu plombé nos joueurs qui se disaient que à tout moment, le Mali peut revenir. C'est une grosse équipe. On a des difficultés pour battre le Mali, que ce soit en petite catégorie, en club ou même au niveau des A. C'est pas toujours évident. Et je crois que ça aussi, ça tournait un peu dans la tête des enfants. Ils ont subi, surtout dans le dernier quart d'heure, c'était très, très laborieux. Mais l'objectif final est atteint, c'est gagner le Mali. Et ça, c'est un aspect psychologique. Ils auront cet avantage-là. Et aussi avoir la médaille de bronze qu'ils offrent au pays. On dirait que c'est une CAN réussie. Mamadi Wena, quels sont les joueurs qui vous ont le plus séduit lors de ce tournoi-là? Parce qu'on ne donnait pas cher, comme vous l'avez dit, de la peau des Burkinabés après le désastre de l'IRM, tout ça. Voilà, il faut dire que moi, j'ai été séduit par un joueur comme Aliou Suleiman, qui n'avait pas brillé au Bénin. Il a été là, il était dans l'équipe, mais au Ghana du moins, c'est pour la qualification à la CAN. Il n'avait pas brillé, mais cette fois-ci, il a sorti vraiment le grand jeu, 2 fois homme de match, des palettes techniques. C'est vrai qu'il y a des imperfections, surtout de la finition, il doit travailler toujours sa finition. Il y a Abouakar Kamara qui a confirmé, qui avait montré de belles prédispositions au Ghana, qui a confirmé. Il y a le gardien qui a été Isidore Traoré, qui était excellent. Mais surtout, la découverte, c'était... Oui, après, il a même pu prendre sa médaille, que ça va un peu mieux. Qui est sorti en cours de match pour le match de classement. Il y a surtout la découverte d'Emmanuel Ouedraogo. Emmanuel Ouedraogo, qui n'avait pas pu aller au Ghana parce qu'il faisait le BPC. Et qui a retrouvé l'équipe sur la pointe des pieds et qui s'est imposé au fil de la compétition. Il y a eu pas mal de joueurs. Il y a Lassina Traoré, le latéral gauche, qui doit travailler ses centres, c'est vrai, mais qui a montré de belles dispositions d'un latéral d'avenir. Il y a pas mal de joueurs quand même qui ont... L'inquiétude maintenant, Mamadi Wena, est-ce que les mêmes là, on va pouvoir les retrouver à la Coupe du Monde? C'est vrai que la Coupe du Monde, on n'a pas encore désigné le pays. Après le désistement du Pérou, on attend toujours que la CAF se trouve un pays d'accueil. Mais pour le moment, ce qui nous intrigue, nous les Burkinabés, est-ce qu'il y a parce qu'il y a des joueurs qui avaient été au niveau de l'IRM, avaient été détectés au stade 5, est-ce qu'ils pourront participer à la Coupe du Monde? Je n'ai pas toutes les informations, il faut se l'avouer, je n'ai pas toutes les informations concernant ce qui peut se produire avant novembre, mais je n'ai pas souvenance que la FIFA elle fait des tests IRM avant la compétition. Je n'ai pas souvenance. C'est pas parce que normalement un joueur qui est qu'on appelle sélectionné devait être dans la tranche d'âge. On ne devait pas recourir. On sait pourquoi la CAF recourt à ce test IRM pour pouvoir éviter la tricherie. Mais je ne pense pas qu'au niveau de la FIFA, un joueur quand même qui a pu jouer la CAN ne pas être inquiété. Parce que quand même si à chaque étape, il faut encore revenir faire des tests IRM, dire que le joueur il n'a pas l'âge. Parce qu'on peut vieillir, on peut avoir toujours l'âge, mais vieillir dans 3 mois par rapport à l'aspect qu'on avait eu sur le stade de l'IRM. Donc je pense que
au niveau FIFA, normalement, ça devait couler. On ne devait pas avoir des inquiétudes. Parce que normalement, même un joueur qui ne peut pas aller au mondial ne devait pas jouer la CAN. C'est le principe de la FIFA. Un joueur qui ne peut pas être éligible pour le mondial ne doit pas jouer la CAN. Donc je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup d'inquiétudes. Merci beaucoup donc Mamadi Wina pour tous ces éclairages. Les étalons cadets arrivent cette nuit à Ouagadougou et l'UNSE prévoit un accueil à la hauteur de leurs prestations. Lundi, nous reviendrons sur la finale de cette CAN Algérie 2023 entre le Sénégal et le Maroc dans Intégral Foot. Les étalons 17, U17 de retour, les étalons dames U20 sont à Koumassi au Ghana du 20 au 3 juin prochain. Elles participent au tournoi de la zone UFOAB pour être au top devant le Togo, le Niger et le Nigeria. Dans le groupe B, Pascal Lassawadgo a dévoilé la liste des joueuses retenues mercredi dernier. Une sélection composée à majorité des joueuses de Étincelle FC et de Djeldjoui FC. Ali Traoré, Manikayen. C'est le calme de l'annonce de la liste des joueuses avant la tempête du tournoi IFOAB pour les étalons filles U20. Au total, Pascal Sawadogo a fait appel à 20 guerrières pour défendre les couleurs nationales à Koumassi, au Ghana. 20 guerrières composées en majorité des joueuses des Étincelles. On a pris 3 gardiennes. Donc, Ouedraogo Fawzia Tour des Étincelles. Vous avez la liste qui est projetée pour les... Pilabré Aïcha de Guelgogi. Nyanou Kaira de RCB. Donc, au niveau des défenseuses, il y a Ilbodo Rennes de Étincelles, Traoré Fawzia de Étincelles, Timbero Aïcha de Étincelles, Sanou Clotilde Latifa de Ajo, Bilem Alimata, celle qui joue en Espagne, du Longron. Au milieu de terrain, Naoudaro Epiphanie de Étincelles, Gira Deborah de Étincelles, Sargo Olivia de Étincelles, Cabré Adèle de Étincelles, Nayara Ange Dorian de Gergogi, Kabore Diane Cynthia de Gergogi, Elbi Monifatou de Azo et Kedrape Linda de Isfa. Au niveau des attaquantes, on a Kabore Adeline de Étincelles, Kwanda Salmata de Isfa, Guigumde Florentine de Isfa, Kongo Adama Malaboking. En tout, on a 3 gardiennes, 5 défenseuses, 8 milieux de terrain et 4 attaquantes. Une liste qui a été établie en tenant compte du talent, mais pas que. Comme c'est un tournoi préparatoire, et généralement les U20, la plupart des joueurs sont des élèves étudiants, on a fait la part des choses. Ceux qui sont impliqués dans les classes d'examen, 3e, terminale, BP et autres, on les a écartés pour ne pas trop les perturber. Le BBC, c'est le 1er juin. Alors que si tout va bien, si on passe dans la phase de poule, demi-finale, finale ou demi-finale, manque de classement, on ne peut pas revenir avant juin. Ce tournoi initié pour la première fois est juste une occasion pour les différentes équipes de se mettre en jambe avant les compétitions éliminatoires. Logés dans la poule B, les étalons juniors filles doivent affronter déjà le 21 mai le Togo, ensuite le Niger et enfin le Nigeria. Pendant que les filles U20 font leur baptême de feu, on mettra un terme à la Ligue 1 Opus 2022-2023. Pas des rencontres de la 30e et dernière journée, une journée sans enjeu, mais qui promet. On peut dire que les différentes formations joueront pour l'honneur et surtout pour l'orgueil. Ce vendredi, en afterwork au stade Wobi de Bobo Dioulasso, l'ASFB a été tenu en échec 2 buts partout par l'ASEC de Koudougou au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'USFA a calé 1 but partout lors de la réception du RCB. En samedi foot, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'EFO reçoit le Real du Faso qui a déjà pris le billet express pour la Ligue 2. Le RCK et l'AS Sonabel se croisent au centre technique national de la Fédération burkinabé de football. L'ASFA Yenega accueille le Raimo FC au stade municipal de Signaré. Le Royal FC défie le Dauphin Salitas FC
au Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Le choc au sommet entre le 3e et le leader Vitesse FC AS Douane se tient au stade Wobi de Bobo Dioulasso. À Ouagadougou, sur le terrain de l'USOA, l'AS Police sera face au Majestic. Les buts, les réactions, les commentaires sont à suivre dans Intégral Foot lundi à 21h sur nos antennes. Salif Bagaté, en bref, est le nouveau joueur à GSP du mois d'avril après son sacre en octobre dernier. L'un des meilleurs buteurs de la Ligue 1 a une fois de plus séduit les journalistes de sport au mois d'avril avec 5 buts, une passe décisive en 5 matchs. Il permet à son club de consolider sa place de dauphin. Son prix lui sera remis en marge de la finale de la Coupe du Faso qui se joue le 28 mai entre Salitas et l'étoile filante de Ouagadougou. Il devance Franck Aziz Kem de Delefo et Michel Batiobo de l'AS Douane. En bref, toujours, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi que le tirage au sort officiel de la CAN Côte d'Ivoire 2023 aura lieu le jeudi 12 octobre prochain, soit un mois après la dernière journée des éliminatoires prévue en septembre. Et puis, le comité exécutif a également adopté un nouveau format pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. Les sélections du continent seront réparties en 9 groupes composés chacun de 9 de 6 équipes. Le premier de chaque groupe sera qualifié pour le mondial, le tirage au sort. Les 9 groupes aura lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou au Bénin. Et puis le Burkina Faso pour ce tirage au sort est dans le pot 2 en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de la Guinée, de l'Ouganda, du Cap-Vert, du Gabon, du Bénin, de la Zambie et du Congo-Brazza. Toujours en bref, concernant la Confédération africaine de football, elle revoit à la hausse le prix des vainqueurs de ces compétitions. Le vainqueur de la Champions League empochera 2,4 milliards de francs CFA, 1,2 milliard pour son challenger. Celui de la Coupe CAF repart avec 1,2 milliard et le finaliste 608 millions. De quoi mouiller le maillot pour l'AS Douane, représentant Burkina de la Champions League. Et le vainqueur de la Coupe CAF lui sera connu le 28 mai entre l'étoile filante de Ouagadougou et Salitas. Une question à présent. Comment rendre les clubs et les structures sportives rentables? La question fait l'objet d'un séminaire de formation depuis mardi dernier à Ouagadougou. Le management et le financement ainsi que d'autres aspects juridiques du monde du sport ont été décortiqués par le spécialiste sénégalais, le professeur Abdoulaye Sakou. Bénédicte Amini, Mamadiwina. Le financement du sport est un casse-tête pour les dirigeants des fédérations et de clubs sportifs au Burkina. À l'initiative de Erge Burkina, en collaboration avec différents partenaires, un séminaire de 4 jours s'est tenu à la salle de conférence du CNOSB. 2 communications et 4 modules étaient au menu. Les valeurs économiques du sport, le management des clubs sportifs et le financement des clubs ont surtout retenu l'attention des participants. On a échangé sur la possibilité pour les sociétés sportives d'aller vers des sociétés commerciales. Et également, on a échangé également sur les sources de financement, le financement des clubs, le financement des fédérations. Et durant ces quelques jours-là, nous avons vu avec les réalités ici du Burkina Faso, est-ce que la tendance est à aller directement vers cette pratique-là ou de trouver, par exemple, une pratique intermédiaire. Et donc, je pense qu'avec les participants, nous avons échangé et nous avons vu les réalités. Nous sommes revenus sur les réalités du Burkina Faso, sur les réalités de nos clubs, de nos fédérations. Et nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les possibilités de financement autres que le ministère des Sports et des Loisirs. Mais nous allons y travailler. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et bon, c'est pour cela que nous échangeons pour apprendre un peu plus et pour voir comment on peut toujours améliorer nos sociétés sportives. Satisfaction totale, parce que ce séminaire répond vraiment à un besoin pour les clubs sportifs qui rentrent dans une phase aujourd'hui de changement de paradigme. Comme vous savez, nos clubs, pour la plupart, sont des associations. Et aujourd'hui, le statut d'association
connaît ses limites. Aujourd'hui, il faut aller vers le sport, appelle beaucoup de financement. Et pour pouvoir lever ces financements, il faut dépasser le cadre associatif pour aller plutôt vers un cadre sociétal et adapté, pour que le sport puisse avancer. C'est pourquoi je tiens à remercier le groupe Edge Burkina et Edge Sénégal, le professeur Sako Abdoulaye et le docteur Tamboura, qui ont mis ensemble leurs efforts pour pouvoir nous outiller et de ces connaissances pour pouvoir mieux gérer nos clubs et pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour que nos clubs puissent être vivables et être vraiment des clubs gagnants. La clôture de ce séminaire est intervenue ce matin par la remise des attestations aux différents participants. Les enjeux du business du sport pour un pays comme le nôtre, avec un spécialiste de l'économie du sport, fondateur du Master de droit du sport à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, après cette virgule. Professeur Abdoulaye Sako, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci de m'accueillir. Vous êtes professeur agrégé de droit privé, spécialiste du droit économique et premier directeur de l'école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aussi reconnu en droit des affaires, du droit de l'ingénierie financière et du droit partenaire. Vous êtes également un spécialiste africain de la régulation et vous êtes le directeur fondateur du Master du droit du sport. Qu'est-ce qui vous a amené donc à vous intéresser plus particulièrement à l'économie du sport, au Master du droit du sport? Merci madame, merci de m'accueillir sur votre plateau. Et vous me posez une question qu'on me posait il y a quelques années. Quand, étant universitaire, on me voyait dans les stades, regarder les matchs de football, aller dans des petits stades où il n'y avait presque pas de spectateurs. On me disait, mais qu'est-ce que vous faites là, prof? Pourquoi vous êtes là? Je dis, mais c'est une passion. Quand on est amoureux du sport, on va voir le sport. Et cela justifiait le fait qu'à l'époque, on croyait que les intellectuels n'avaient rien à faire dans le sport. Mais aujourd'hui, ça a énormément changé. Et ça a tellement changé que j'ai envie de dire d'emblée, avant même de répondre totalement à votre question, que même pour les États, et vous aviez commencé votre reportage en disant, dans un pays comme le nôtre, un pays comme le nôtre, c'est un pays comme le nôtre également, le Sénégal. C'est des pays qui ne sont pas très très riches, qui sont confrontés à beaucoup de difficultés. Les autorités doivent faire des arbitrages entre les problèmes sociaux, les problèmes et tout cela. Prendre de l'argent et le mettre dans le sport, ça peut poser des problèmes pour les grandes populations. Mais en réalité, ça a tellement changé que je suis de ceux qui croient et qui estiment que pour un État, mettre de l'argent dans le sport aujourd'hui, ça ne doit pas être considéré comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Un investissement, pourquoi? Parce que ça rapporte gros. Quand on investit, on s'attend à un retour sur investissement. Et aujourd'hui, si vous regardez ce que... Vous avez tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vous entendais parler de ce que le vainqueur de la Coupe de la CAF gagne. 2,4 milliards. Vous vous rendez compte? Pour l'Afrique? C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle on devrait aller vers ce que nous avons essayé de proposer pendant ces quelques jours avec Edge Burkina, que je remercie, avec les différents participants, de très hautes personnalités. D'ailleurs, j'étais très étonné de voir le niveau d'intéressement de ces personnalités, d'anciens ministres, d'anciens maires, d'anciens directeurs, en fait, de décideurs qui étaient avec moi. Généralement, c'est peut-être, ils se disent, c'est du sport, c'est pas la peine, mais ils sont venus et ils ont passé 2 jours avec moi, 2 jours pleins, et j'étais très content et je me suis dit, bon voilà, il y a de quoi espérer pour ce qui concerne le Burkina, d'autant plus que du point de vue résultat sportif, le Burkina commence à faire quelque chose. Et sur ce plan-là, ça peut s'accompagner et ça doit pouvoir s'accompagner. Le sport, donc, ce n'est pas seulement des résultats sportifs, mais le sport, c'est également des résultats économiques. Et c'est comme cela qu'il faut le voir aujourd'hui. Et quel a été votre diagnostic par rapport au club burkinabé, au financement du sport? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de mécènes qui accompagnent les clubs burkinabé, le sport burkinabé d'une manière générale? Bon, ce sera une réponse très globale parce que la situation du Burkina, c'est la situation du Sénégal, exactement, en termes de clubs. Aujourd'hui, les clubs
ont vécu depuis, j'allais dire, nos naissances, du temps des indépendances, sous une forme qui n'est pas adaptée actuellement. Avant, c'était bon. C'était des associations, les gens vivaient de cotisations, il y avait des supporters dans les quartiers, les gens cotisaient, et on avait des matchs dans lesquels il y avait des derbies. Je suis sûr qu'au Burkina, il y a deux grandes équipes qui se font des rivalités, comme entre OM et Paris Saint-Germain. FO Asfa Yenenga ici. Voilà, FO Asfa Yenenga. Je suis persuadé que, peut-être que vous ne l'avez pas vécu personnellement parce que vous êtes relativement jeune, mais je suis sûr que les gens d'une certaine génération ont la nostalgie de cela. Et les gens allaient au stade peut-être certainement dès le matin pour voir les matchs. C'est fort possible. Mais cela a vécu. Ça a vécu parce qu'aujourd'hui, le football, comme je l'ai dit, c'est devenu un secteur d'activité économique dans lequel les gens comptent pour vivre, pour s'épanouir économiquement, pour pouvoir se développer. Ce n'est pas seulement l'État qui compte dessus, mais même les acteurs du sport comptent dessus pour se développer. Et sur ce plan-là, il va falloir peut-être changer, comme a dit tout à l'heure Armand, le paradigme sur lequel repose la structuration du sport. Et ce paradigme-là, au lieu de continuer à faire des associations dans lesquelles on n'a pas le droit de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent, mais ça reste à l'intérieur. On ne peut pas le distribuer à ceux qui sont investis. Aujourd'hui, on peut aller vers des formes encore beaucoup plus ouvertes qui permettent de faire de l'économie du sport, de faire des bénéfices, de spéculer sur le sport et de gagner beaucoup. Quelles sont ces formes que vous avez développées avec le Burkinabé pour qu'ils puissent pour que les clubs puissent être rentables? C'est la forme commerciale, c'est la forme société commerciale. Il y a avant-hier, où je crois quand je démarrais le séminaire, je leur disais, et c'était l'information qui est tombée. Il y a un club qui est en Angleterre qui s'appelle Manchester United. Ce club, il est en train d'être racheté. Comme beaucoup de clubs d'ailleurs en Europe. Mais ce club a la particularité d'avoir un prix qui est énorme. Parce que quand j'ai vu le prix, et j'ai comparé avec le budget de l'État du Sénégal, le prix que propose aujourd'hui le cher l'acheteur, c'est les 3/4 du budget du Sénégal. Pour un club, un seul. Imaginez-vous cela. Et cela, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes association. Et pour le faire, celui qui va racheter, il est dans un fonds d'investissement. Ce sont des investisseurs. C'est comme les gens qui vont aller dans les mines, dans le pétrole, dans l'agriculture, mettre leur argent. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans le sport. Et donc, je crois qu'il faudrait, quand c'est comme cela, sensibiliser l'État, sensibiliser le mouvement sportif, les acteurs, sensibiliser la presse, vous, sur la manière dont vous devez rendre compte du sport aujourd'hui. Le sport, on n'en rend pas compte seulement en se disant « j'ai gagné, j'ai perdu ». C'est vrai que la grande majorité, ce qui les intéresse, c'est que les étudiants gagnent la CAN. Point. Si on gagne, on est content. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on gagne. Mais quelquefois, on peut gagner et avoir des déficits économiques énormes. Tout comme on peut ne pas gagner et avoir un résultat économique extraordinaire. J'ai donné également, là-dessus, c'est toujours, j'utilise le football anglais, parce que c'est peut-être le plus abouti de ce point de vue-là. Il y a un club qui s'appelle Arsenal, qui depuis, je sais pas, peut-être 10-15 ans n'a pas gagné de coupe, ni rien du tout de trophée, et pourtant, il est excellemment bien tenu. Il a l'un des stades les plus rentables de ce point de vue-là. Et donc, on a discuté de toutes ces questions-là, et je crois que les acteurs du Burkina sont prêts à y aller. Ils sont prêts, mais il faut les accompagner, c'est tout. Est-ce que quelque part, cette forme d'aller dans une société commerciale ne va pas un peu faire perdre au sport ses valeurs? C'est un risque. C'est un énorme risque. Et je crois que ceux qui s'intéressent à ces questions sont conscients de ce risque-là. Et mieux, on réagit. Parce que l'appât du gain, ça peut amener à n'importe quoi. Et ça, dans tous les secteurs. On peut faire n'importe quoi. Et dans le sport, ce qui peut d'abord fausser le résultat sportif, c'est la triche. On peut tricher. Certains trichent en se dopant, le dopage. Certains trichent en fraudant sur l'âge. Ça, c'est pour les résultats. Mais il y a des comportements délinquants. Des gens qui corrompent des arbitres. Des gens qui peuvent faire du blanchiment d'argent avec tout cela. Donc tout cela est pris en compte aujourd'hui et on a fait également un petit chapitre sur ces questions-là en nous rendant compte que les grandes organisations internationales, les organisations mondialisées telles que l'ONU, telles que l'OMS, telles que l'Agence mondiale antidopage se préoccupent de ces questions et essaient de les prendre en charge. Et je suis convaincu qu'au Burkina, il y a des institutions qui sont conscientes de cela et qui vont travailler dans ce sens-là pour éviter que ces dérives et ces activités délinquantes puissent perdurer dans le sport. Mais en tout cas, vous avez raison de poser la question. C'est un gros risque. On est dans l'économie du sport. Hein. Qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal, que vous connaissez très bien, a eu avec ses différentes victoires, surtout au niveau du football, la CAN, le CHAN, du soccer, U20? Énormément de choses.
tellement de choses qu'il y en a qui se disent peut-être si c'est bien utilisé, les gains qu'on a eus, si c'est bien utilisé, il y a des chances que le Sénégal continue à planer pendant un certain nombre d'années sur le football. Parce qu'il faut réinvestir ce genre de choses-là. Avec la participation à la Coupe du Monde, ça rapporte énormément. Et à la participation à la Coupe du Monde, si vous passez le premier tour, vous avez encore beaucoup plus. Et le Sénégal a passé le premier tour. Le Maroc est allé jusqu'en demi-finale. Le Sénégal a fait 2 participations de suite. C'est pas fréquent de le voir en Afrique. Et cela a rapporté énormément d'argent. La CAN a rapporté énormément d'argent. Nous sommes, je crois, aujourd'hui, une des fédérations, peut-être, et je le dis, une des fédérations africaines les mieux assises financièrement. Et en m'amusant, de temps en temps, j'ai quelques relations assez privilégiées avec le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé. Je lui dis, monsieur, depuis que tu es là, combien tu as rapporté au Sénégal? Mais c'est des milliards qui sont rentrés. Et ces milliards ont permis de développer. Les gens parlent beaucoup des centres de formation, des académies. Non, la fédération elle-même a créé des sites. L'un, il porte le nom de Jules Bokandé, l'autre c'est le centre de Guéréo qui porte le nom d'un dirigeant qui s'appelle Youssou Ndiaye. Et ce sont des centres dans lesquels on amène les équipes nationales pour se former. C'est pour cela qu'il faut nuancer beaucoup quand on dit que ce sont les académies qui ont permis ces résultats. Je ne crois pas trop. Je crois que c'est le travail de la fédération plus qu'autre chose. Donc. Et quand vous avez vu les Burkinabés s'intéresser à ce sport business-là, vous vous dites quoi dans 5-10 ans, que sera le sport business au Burkina? Je crois pas seulement au Burkina, mais dans toute l'Afrique. Ce que je vois dans le Burkina, j'ai regardé un tout petit peu, c'est le football que je connais le mieux. Et je sais que du point de vue football, au Burkina, il y a du talent. Et c'est très important au départ. Puisqu'il y a du talent, il y a des chances que les résultats arrivent. Et si les résultats arrivent, il y aura des retombées pour permettre de perdurer dans ces résultats-là. Il y aura des moyens, parce que je crois qu'hier, le Burkina a gagné la 3e place dans une petite catégorie. U17. Voilà, cette équipe, bien managée, il y a des chances que vous dites 5 ans. Peut-être bien managée, soit la prochaine CAN ou l'autre qui viendra, ils seront matures, ces jeunes-là, parce qu'ils sont très bons, ils peuvent gagner une CAN. Et si vous gagnez une CAN, il y a des chances qu'il y ait des retombées pour le Burkina. Et à ce moment-là, ce que je vous disais au départ, en vous disant que ce n'est pas une dépense publique, ce que l'État met à l'intérieur du sport, c'est un investissement. On pourra dire qu'il y a un retour sur investissement et il y aura beaucoup d'argent qui entrera dans le football burkinabé. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sako, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes dirigeant au niveau du Edge Sénégal et vous êtes venu pour le compte de Edge Burkina pour une formation en sport business. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et je vous amène à Bobo Dioulasso. Vous avez dit que vous n'avez pas encore travaillé sur le volley. Peut-être que ça va venir. Vous avez travaillé juste sur le football, c'est ça? Oui, c'est juste. Peut-être que sur le volley, ça viendra et on va vous amener à Bobo Dioulasso, la 2e ville du Burkina, qui accueille du 23 au 28 mai prochain le 2e tournoi international de volleyball. Le comité d'organisation a rencontré les professionnels de l'information sportive pour le point des préparatifs et les enjeux de ce 2e rendez-vous. Ali Traoré. 10 équipes au total, dont 6 du Burkina Faso et 4 venues d'ailleurs, vont prendre part à cette 2e édition du tournoi international de volleyball. Parmi ces 6 équipes locales, 2 vont compétir dans le tournoi féminin dénommé Yenega et les 4 autres dans le tournoi masculin au étalon. Cette compétition 2e du genre vise à promouvoir cette discipline au Burkina Faso et permettre aux athlètes de s'épanouir au mieux. L'objectif majeur pour nous, c'est de pouvoir quand même donner de la compétition d'un certain niveau aux athlètes burkinabés. Vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir une telle compétition pour une équipe burkinabé, il faut se déplacer au minimum dans les pays du Maghreb. Parce que dans la sous-région, il n'y a pas une compétition de la même envergure. Et financièrement, toutes les équipes burkinabées ne peuvent pas le faire. Donc nous permettons, en tout cas pour l'organisation sur place à Bobo ici, de les soulager côté financier et de leur donner également cette belle opposition. Voilà, toute chose qui leur permet également de grandir côté sportif. Deuxième objectif que nous recherchons ici, c'est de vraiment asseoir le leadership du volleyball burkinabé dans la sous-région et voire plus. Il y a des instances sous-régionales, des instances africaines, des instances mondiales où nous avons besoin de placer nos premiers responsables. Et comme je le dis très souvent, le candidat que vous proposez n'a que de poids que si le pays qui le présente, en tout cas, est respecté dans son domaine.
Cette deuxième édition du tournoi international de volleyball va connaître beaucoup d'innovations. Des innovations pour galvaniser davantage les sportifs et rehausser la saveur de la compétition. Nous avons rajouté à cette édition, sur le volet sportif, ce que nous on appelle dans le domaine des MVP, c'est-à-dire une récompense personnelle des joueurs, des meilleurs joueurs par match. Ce qui va apporter bien sûr de l'émulsion dans chaque match. Ce n'est pas un MVP à la fin du tournoi comme on le voit souvent au niveau du football. On dit le meilleur joueur du tournoi était dedans chez nous. À chaque match, voilà, on définit le meilleur joueur. Et à la fin, on aura le meilleur joueur des meilleurs joueurs, c'est-à-dire le MVP du tournoi. Bon, deuxième innovation qui n'est pas des moindres, nous avons amélioré globalement l'hébergement des athlètes. Parce que pour que tout ce beau monde puisse s'exprimer à la hauteur de nos attentes, il faut qu'ils soient dans de meilleures conditions. Les 5 finalistes de la présente édition repartiront avec des gadgets et des sommes allant de 500 000 francs à 1 million de francs CFA. Par ailleurs, le comité d'organisation invite les amoureux du volleyball à se mobiliser autour de cette initiative pour le bon déroulement de cette deuxième édition. Yako voudrait être une place incontournable pour les lutteurs de la sous-région. Il a regroupé une dizaine de nationaux pour le moment pour un tournoi. Ce premier de l'histoire vise la cohésion sociale, le vivre ensemble et la promotion de la culture. Les populations ont été séduites par les maîtres en la matière, dont Timothée Stoé qui remporte l'Open national. Jean-Modeste Ouedraogo, Suleiman Sano. Les vertus du sport célébrées à Yako dans la province du Passoré et la lutte traditionnelle est utilisée comme vecteur de cohésion sociale, de vivre ensemble et de solidarité. L'idée vient de cet homme, Léon Kwama. Dans la province du Passoré, nous constatons que au moment où nous étions petits, on faisait la lutte après de la lune, après les saisons. Mais présentement, on a senti qu'il y a eu un regret de cette cérémonie-là. Ça participait à enseigner les enfants, à participer de vivre ensemble, la promotion de vivre ensemble. Donc, un constat simple, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans ce volet-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rappeler ce qui est passé. Et pour cette première édition du tournoi de la cohésion, plusieurs dizaines de lutteurs étaient dans l'arène de Yako, dont des lutteurs professionnels tels que Éloi Zerbo le Python, Timothée Toé, meilleur lutteur AGSB de l'année 2022, et Franck Folané. Sous les regards des autorités coutumières et administratives, les lutteurs ont assuré le spectacle. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Benoît Toé et Donald Kwama sont secoués dans l'arène. Sans surprise, Benoît Toé s'est imposé. Sur les moins de 76 kg, Suleiman Zida, malgré sa volonté et son envie, n'a pas pu vaincre Francky. Sur les plus de 77 kg, Modeste Ouedraogo s'est montré intraitable. D'une technique dont Lucien a le secret, il vient à bout de son adversaire, parfait pour le Congo. L'Open national, catégorie des lutteurs professionnels, a été l'affaire de Timothée Toé. Il a été intraitable devant Karim Bazongo. L'attraction de la soirée est l'Open des lutteurs de la province pour remporter la moto. Suleiman Zida, face à son adversaire, fait preuve de ruse et le terrasse d'une technique très appréciée par les spectateurs. Au palmarès, il remporte la moto. Déjà même le fait d'avoir cette initiative pour organiser cette compétition, c'est déjà très bien. J'ai beaucoup aimé leur initiative. Les autres prix dans les autres catégories sont constitués de 50 000 francs CFA pour les lutteurs classés 3e, 75 000 francs CFA pour ceux classés 2e et 125 000 francs CFA pour les vainqueurs. Une belle première édition bien appréciée par les représentants des parrains,
Maître Titenga Frédéric Passéré, Naba Panantogri de Manega et Pierre Badiel, président de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle. Son message il a été clair. Il a soutenu justement cette première édition parce que pour lui, cette activité-là a su justement la relève au niveau des lutteurs. Voilà, de plus en plus, vous voyez que la lutte commence à grandir au Burkina Faso. Et pour lui, c'était une occasion de plus pour applaudir les initiateurs. Danse et prestations d'artistes ont été l'un des moments forts de cette première édition du tournoi de la cohésion qui entend s'ouvrir aux lutteurs des pays de la sous-région. Nous quittons Yako dans le nord pour Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins où une course cycliste a rivalisé avec charme, endurance, vitesse et élégance. Le 4e Dafra Tour a rassemblé la crème du cyclisme féminin. 24 cyclistes de 11 clubs étaient au départ pour boucler 50 km. La bataille s'est jouée entre les deux grands du moment, la Moussa Zungrana, les deux grands du moment, entre la Moussa Zungrana de l'AS Bessel et Awa Bamogo de l'USFA. Victoire de la première au sprint. Manikayen Siriki Milogo, Ali Traori. Elles sont 24 cyclistes âgés de 13 à 27 ans venus de 11 clubs à la conquête du trophée de la 4e édition de Dafra Tour. Un circuit de 5 km à parcourir 10 fois, soit une distance totale de 50 km. Dès le coup d'envoi, on sent déjà l'envie de part et d'autre de faire sensation dans ce circuit. Mais au bout du 3e tour, la réalité finit par rattraper certaines qui finissent par abandonner. À partir du 5e passage, les monstres de la petite reine commencent à dicter leurs lois et à creuser un écart considérable avec le reste de la bande. À 2 tours de la fin, duel entre la Moussa Zungrana de l'AS Bessel et Awa Bamogo de l'USFA. Après de multiples attaques et contre-attaques, la coureuse de l'AS Bessel l'emporte au sprint et prend sa revanche sur Awa Bamogo. Tout le monde voulait gagner. Mais au dernier, j'essaie de remporter. J'ai pas de secret. C'est l'entraînement. Au chapitre des récompenses, les 10 premiers reçoivent des enveloppes financières comme prime d'encouragement. La Moussa Zungrana, avec une vitesse moyenne de 27,889 km/h, s'adjuge le trophée et la somme de 70 000 francs CFA. Il s'agissait pour l'autorité de venir encourager la promotrice pour cette initiative qui permet d'être un creuset pour le cyclisme féminin au Burkina Faso. J'aime le travail, j'ai l'amour du travail. Voilà, moi-même, j'ai mon club à Bobo ici, les Sirènes de Dafra. Donc c'est de ça. Comme j'aime le travail, je me suis lancée dedans. Mes sentiments sont grands, je suis joyeuse, je suis contente. Voilà, cette année, 4e édition, c'était pas facile, mais on a tenu le coup. Voilà. Et je profite encore de votre micro pour dire merci au fond. Voilà, et merci à la direction des sports de Haut-Bassin aussi. La présidente du club cycliste féminin Les Sirènes de Dafra réussit ainsi le pari de l'organisation de cette compétition. Les regards sont désormais tournés vers la 5e édition. La cohésion sociale est une des valeurs les plus prônées au Burkina à l'heure actuelle. Le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires du Centre-Est a invité les établissements à vivre cette valeur autour du sport. Le dénouement de la coupe mise en jeu est intervenu le 6 mai dernier à Tinkodougou. Le lycée privé Perdouende de Tinkodougou a pris le meilleur sur le lycée départemental de Puitenga 2-1. Armel Sawadgo, Poli Yabré et Nicolas Sorgo. C'est une finale qui a opposé le lycée privé Perdouende de Tinkodougou en bleu au lycée départemental de Puitenga en violet. Dès l'entame du match, c'est le lycée privé Perdouende qui met le pied sur le cuir. Il domine le match et parvient par l'entremise de Alexis Traoré à scorer à la 3e minute après le coup d'envoi. Lycée privé Perdouende 1, lycée départemental de Puitenga 0. La réaction de Puitenga ne s'est pas fait attendre. Ces multiples tentatives pour égaliser vont rester vaines grâce à la ténacité de l'équipe adverse.
La mi-temps va intervenir sur ce score d'1-0 en faveur du lycée privé Perdouende de Tenkodogo. À la reprise, le lycée Perdouende s'offre des occasions franches sans pour autant parvenir à tuer le match. Contre toute attente, sur un coup de pied arrêté, Bonaventure Yameogo loge le ballon à l'angle 90 du portier du lycée Perdouende, battant ainsi le meilleur gardien du tournoi. Puitenga 1, Tenkodogo 1. La joie de Puitenga sera de courte durée. Sur cette bonne combinaison, Alexis Traoré crucifie ses adversaires en signant son doublé à cette finale. C'est sur ce score que le lycée Perdouende de Tenkodogo remporte la première édition de la Coupe du directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire du Centre-Est. L'équipe vainqueur reçoit 3 ballons, un jeu de maillot et la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe perdante, quant à elle, s'en sort avec 2 ballons, un jeu de maillot et la somme de 115 000 francs CFA. Le meilleur joueur, le meilleur gardien et l'équipe fair play ont également été primés. Un pari gagnant pour le promoteur. Moi-même, je suis un peu surpris par la mobilisation, ce qui prouve que nous avons vu juste. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que chaque année, nous puissions rééditer cette coupe-là, afin justement de permettre à notre jeunesse de s'amuser, de compétir de manière saine. Le représentant du parrain est porteur d'un bon message à l'endroit du monde scolaire. Le président, à travers le projet FIFA Forward, a, à travers la Fédération burkinabé de football, obtenu de la FIFA qu'on intègre les scolaires, n'est-ce pas, donc, dans les compétitions internationales. Donc ils auront désormais leur championnat national, accompagné par la FBF, leur championnat sous-régional, IFOA-B, et leur championnat africain, à l'image de la CAN. Donc il en fait sien le problème du football en milieu scolaire. La mi-temps est mise à profit pour récompenser les meilleurs slameurs de la région du Centre-Est. C'est une édition qui se veut annuelle selon les organisateurs. Point final ce magazine de ce TAC du sport. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Télé.